Dernier, je me sens comme à l'aéroport. Last call for Mr. Mourad Atik for his panel, CEO de Kestra Consulting. S'il vous plaît, équipe d'organisation, s'il vous plaît. S'il y a des personnes qui ont son contact directement, qui peuvent le contacter, s'il vous plaît. Et on peut démarrer. Ça fait 4 minutes qu'on était prêt à démarrer. Je pense qu'on ne perd pas plus de temps. On va démarrer. C'est 4 précieuses minutes et on va voir. Voilà. Sinon, pour toutes les personnes qui continuent à faire le panel après le panel, on est très contents. Mais restez avec nous, on veut que vous nous écoutiez, que vous nous suiviez. En plus, toute l'équipe Orange, vous avez une excellente raison de rester parce qu'il y a Maya. Il est là? Il est là. D'accord, entendu. Super. C'est bon, on est bon. Je pense que M. Atik va nous rejoindre sur scène tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être restés avec nous pour ce panel. Effectivement, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur parce qu'on l'a entendu dans toutes les discussions jusqu'à maintenant, lorsqu'on est dans une transformation technologique, l'humain et les compétences, le mindset, c'est ce qui est au cœur de l'adoption et d'une réelle transformation. Alors, je voudrais juste prendre le temps de vous présenter ces panélistes inspirants et leur parcours pour que vous compreniez un petit peu leur background et que ça fasse écho à la discussion qu'on va avoir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Madame Kouba Najmi, vice-présidente de l'IACE, premier think tank économique en Tunisie et présidente de son centre d'excellence en intelligence artificielle. Elle dirige le groupe Université Centrale au sein d'Honoris United Universities et elle est également une actrice centrale du dialogue entre université et monde économique puisqu'elle est vice-présidente de la Fédération nationale de l'enseignement supérieur privé au sein de l'UTICA où elle porte la voix des établissements privés dans les grandes réformes du secteur. Elle siège également au bureau de l'Amcham Chamber of Commerce in Tunisia et elle est très engagée dans les réflexions autour de l'ATA, la nouvelle agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation dans l'enseignement supérieur privé et la recherche scientifique, où elle accompagne la montée en puissance de la culture qualité dans le système universitaire tunisien. Merci d'être avec nous. On a également avec nous Madame Blanche Héridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonjour. L'un des think tanks de référence sur les questions économiques, géopolitiques et institutionnelles. Elle est essayiste et enseignante à Sciences Po, où elle consacre ses travaux aux mutations des démocraties, au discours politique et à la place des citoyens dans le débat public. Elle a auparavant exercé au sein de cabinets ministériels et à la présidence de l'Assemblée nationale française, où elle a travaillé sur les sujets d'éducation, de la culture et de l'égalité des chances. Elle a donc une expertise rare au croisement de la recherche, de l'action publique et de la société civile. Et elle est aussi l'auteur de 2 essais parus en 2022 et 2024. Merci d'être avec nous. Je passe ensuite à Madame Maya Jabi, qui est présidente de la Fondation Orange Tunisie, où elle met le numérique au service du développement socio-économique et de l'inclusion. Elle nous vient avec un parcours très riche en marketing et en pilotage des projets dans différents secteurs. Et elle se consacre depuis 2020 à la RSE au sein d'Orange Tunisie, en développement des programmes d'inclusion numérique, d'entrepreneuriat social et d'égalité professionnelle. Tout à l'heure, la jeune dame fondatrice de la start-up vous a cité. Vous avez un parcours non seulement inspirant, mais aussi impactant, puisque vous participez au changement de vie de jeunes porteurs de projets. Et vous êtes depuis 2022, vous portez depuis 2022 la Fondation Orange Tunisie avec l'ambition de faire du numérique un levier d'opportunités concrètes dans les régions, en faisant aussi levier sur les partenariats entre les acteurs publics et la société civile. Et enfin, M. Mourad Atik, qui est un petit peu en retard à notre panel, mais qu'on est ravis d'avoir avec nous. Mourad Atik, vous êtes directeur du programme Qu'est-ce qu'il y a et CEO de Qu'est-ce qu'il y a Consulting. C'est un cabinet spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée, l'innovation territoriale et la transformation des organisations. Vous êtes aussi un entrepreneur engagé. Vous œuvrez à rendre l'IA accessible et inclusive à travers des projets à fort impact. Vous avez accompagné, je pense, plus de 50 expérimentations d'IA sur 15 territoires et vous avez emmené des jeunes de milieux défavorisés à la Silicon Valley.
Aujourd'hui, vous portez le projet EBIA 9.3. C'est un projet pionnier qui ambitionne de faire de la Seine-Saint-Denis un territoire moteur de l'innovation en fédérant entreprises, institutions publiques et acteurs académiques autour du consortium national de l'IA. Alors, avant de donner la parole à mes invités, je voudrais juste prendre quelques instants pour planter le décor de notre discussion d'aujourd'hui et partager avec vous quelques chiffres autour de l'IA et des métiers du futur, des compétences nécessaires pour créer de la valeur avec l'IA, vite, à grande échelle et pour tous. Donc, selon le dernier rapport du Future of Jobs 2025 du World Economic Forum, d'ici 2030, l'IA, la robotique et la transition énergétique sont les forces qui transformeront en profondeur les économies. 86% des entreprises s'attendent à être transformées par l'IA et les projections du WEF indiquent que sur la période 2025-2030, l'équivalent de 22% des emplois actuels seront touchés par des mouvements de création et de déplacement. Ce matin, M. Mehdi-Houas prenait le pari qu'il y aurait plus de création que de destruction. Effectivement, c'est un pari qu'également le World Economic Forum envisage, puisqu'ils disent qu'il y aura une création nette de plus de 78 millions d'emplois grâce à l'intelligence artificielle. Néanmoins, lorsqu'on interroge les patrons d'entreprise sur les freins à cette transformation, 63% d'entre eux citent les écarts de compétences, les skills gap, comme étant la première barrière de cette transformation. Et donc, ces compétences-là, elles sont également en bouleversement. 39% d'entre elles vont être obsolètes ou bien transformées d'ici 2030. Et si on prend une entreprise de 100 personnes, 59 vont avoir besoin d'une formation, que ce soit une formation de montée en compétences pour pouvoir tenir le rôle qu'ils ont actuellement, ou alors une formation de requalification pour pouvoir les déployer sur des nouveaux rôles. Donc, ça a été dit et redit également dans toutes les discussions, l'atout de nos pays du bassin méditerranéen, plus spécifiquement de l'Afrique du Nord, c'est notre capital humain. On a des économies avec une jeunesse en expansion, et donc ce capital humain, il faut qu'on puisse l'exploiter correctement en mettant un alignement entre la jeunesse, l'éducation, la formation, les stratégies industrielles et les stratégies et les politiques d'emploi. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui avec nos intervenants. Désolée pour cette introduction, mais je voulais qu'on puisse être ensemble alignés sur ces enjeux-là pour pouvoir make the most of des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je commence par vous, Madame Boubabajini. Sur le volet compétences, quelles sont pour vous ces compétences prioritaires quand on parle de la révolution IA? Sur quoi doit-on former la jeunesse? Merci Esma. Merci tout d'abord pour avoir impliqué dans ce panel. Merci aux organisateurs aussi d'avoir choisi la Tunisie pour organiser ce forum si important qui parle d'un sujet, le moindre qu'on puisse dire, c'est la tendance générale. Et pour répondre à votre question, Esma, moi je propose de la structurer à la fois par public cible, parce qu'il faut connaître les compétences à acquérir, et par aussi nature de la compétence. Donc, d'une manière très rapide, on pourrait dire que les ingénieurs et techniciens doivent apprendre le dumping de l'IA. Par contre, les utilisateurs, médecins, avocats, tous les professionnels d'autres spécialités doivent apprendre le prompting, c'est-à-dire l'art de dialoguer efficacement avec l'intelligence artificielle. Mais d'une manière plus, on va dire, détaillée, donc ces compétences sont destinées à 3 populations différentes. Il y a déjà les professionnels en activité,
qu'il faut absolument upskiller ou reskiller. Et là, on priorise donc comment utiliser l'IA, comment l'intégrer dans les processus métiers, comment améliorer sa productivité, avec une approche éthique et responsable. La deuxième population, ce sont des étudiants en formation déjà. Et donc, là, il faut développer une AI literacy, donc transversale, combinant pensée critique, compréhension des biais, créativité augmentée, d'une manière plus générale. La troisième population, ce sont les enseignants et les formateurs, ceux qui vont aussi enseigner parce qu'ils n'ont pas cette compétence aujourd'hui. Et pour moi, c'est la première priorité. Donc, il faut, pour ces gens-là, je dirais, fournir des compétences qui vont leur permettre de devenir des architectes cognitifs, capables d'orchestrer donc des environnements d'apprentissage hybrides, là où on combine l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. C'est une, on va dire, approche. Il y a le professeur George Simmons de l'Université du Texas qui travaille beaucoup sur l'impact de l'IA sur la pédagogie et l'éducation. Il appelle ça une écologie cognitive homme-IA. Donc, il faut qu'on conçoive les compétences dans cet environnement, on va dire, hybride, combinant l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, là, c'était les populations cibles. Donc, maintenant, par rapport à la spécialisation ou les types de segments auxquels on doit s'adresser pour fournir les compétences prioritaires. Il y a, comme je dis, les ingénieurs et les professionnels de l'IT. Donc, selon le rapport 2025 du World Economic Forum, les Future of Jobs, et la déclinaison tunisienne menée par les RCE, donc les profils techniques, ils ont besoin de développer des compétences en IA, en data, cybersécurité et réseau, programmation et automatisation, culture technologique et systèmes complexes. J'ajoute à ça les deux spécialités annoncées hier par M. Karim Beguir lors de la keynote d'ouverture. Il a dit si moi je vais commencer mes études maintenant, j'opterai pour des spécialités dans l'électrique, l'énergétique. Donc on ajoute ces compétences-là parce qu'on aura besoin de data centers et de l'énergie renouvelable pour alimenter ces data centers. Donc c'est des spécialités en plus. Pour les autres domaines, autres qu'ingénieurs, professionnels de l'IT, c'est-à-dire santé, management, droit et autres, il faut développer la pensée critique, donc savoir interroger les réponses produites par l'IA. Ça, c'est très important, je pense, à développer tout de suite, et je reviendrai dessus tout à l'heure pour citer quelques initiatives dans ce sens. Il y a aussi, donc, comme j'ai dit, la collaboration homme-machine, comment intégrer l'IA comme co-agent cognitif, et la créativité augmentée, le storytelling de la data. Aussi, ça, je pense, c'est une compétence à acquérir par tous les professionnels. Il faut penser aussi aux méthodes d'enseignement et de formation, comment on va enseigner, parce que, comme j'ai dit, l'éducation, hier il y avait le panel, l'impact de l'IA sur l'éducation, parce que l'IA touche aussi nos méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, donc, il faut sortir peut-être des méthodes classiques, il faut penser à des micro-certifications, des parcours modulaires, pour qu'il y ait un impact rapide et une acquisition et un apprentissage rapide. Donc, il faut aussi des cadres nationaux de reconnaissance de l'apprentissage de la formation tout au long de la vie, pour qu'il y ait une incitation pour acquérir ces compétences-là. Donc, en résumé, les compétences IA prioritaires pour les prochains, on va dire, mois,
Pour les étudiants, c'est l'alphabétisation de l'IA, toujours dans un cadre éthique, la créativité et la collaboration homme-machine. Pour les professionnels, c'est l'IA appliquée à la productivité et la prise de décision en se basant sur les data, donc data driven decision. Et pour les enseignants et formateurs, c'est la pédagogie augmentée, l'intégration éthique et cognitive de l'IA. En fait, toutes ces dimensions techniques, humaines, cognitives traduisent le passage vers une réinvention radicale de l'apprentissage. C'est un paradigme décrit par George Simmons encore. En fait, il suggère que aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est comprendre les processus de la pensée, beaucoup plus que mémoriser des contenus ou des informations. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et effectivement, la question, je parlais de compétences, mais elles sont multiples et elles sont en fonction du public cible. Je voudrais vous poser la même question, M. Attic, sur les compétences. Vous êtes sur le terrain auprès des citoyens. Quelles sont pour eux aussi les compétences à développer, essentielles pour qu'ils ne soient pas à l'écart de cette transformation et révolution de l'IA? Merci pour. Je vais pas. C'est difficile de passer après vous, Robert Benjamin, parce que vous avez bien détaillé en fait et bien structuré le plan d'acquisition des compétences, si je puis dire, avec les différentes cibles. Comme vous l'avez signalé, Asma, moi ce qui m'intéresse, c'est pas une version du bas vers le haut, mais plutôt du terrain, les conclusions qu'on peut en tirer à partir de ce que j'appelle des expérimentations. En fait, on est dans une ère où l'intelligence artificielle, c'est la création d'innovation avec un S la plus massive dans l'histoire de l'humanité. On crée beaucoup d'innovations, beaucoup d'outils. Ça n'a jamais été le cas sur ces dernières décennies. Et on doit absorber ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est qu'il faut beaucoup aller sur le terrain et pratiquer l'IA. Sinon, c'est comme ça qu'on crée des bulles spéculatives. Il ne faut pas oublier que tous ces outils, en l'occurrence l'IA générative, elles sont créées principalement dans la Silicon Valley. On a plus accès aux outils américains, il y a les outils chinois aussi, mais ces outils, il faut aussi se dire qu'ils peuvent ne pas correspondre partout. Il y a des contextes culturels, socio-culturels, et peut-être que ça peut ne pas correspondre au marché européen, au marché méditerranéen, en Afrique du Nord, etc. Le seul moyen de répondre à cette question, le seul moyen de s'assurer que ça correspond correctement, c'est de tester, c'est de pratiquer. Moi, je suis directeur d'un programme qu'on a lancé en France depuis 2022. C'est le programme Qu'est-ce qu'il y a ? Avec un joli jeu de mots, vous me l'accorderez. Et du coup, on a compris que le meilleur moyen de comprendre l'IA, c'était de la pratiquer. On a réuni du coup les acteurs de toute la société, qui sont des humains, des gens, des collectivités, parce que la collectivité, les villes, elles sont, elles sont représentatives de la société civile. C'est en mettant de l'IA dans une collectivité qu'on va voir si cette innovation répond à des besoins de la vie courante. Il ne faut pas aussi rester que axé au niveau entreprise. Sinon, ça crée un peu cet entre-soi professionnel. On parle souvent du monde pro et du monde... mais le monde pro, il crée des outils pour que ça atterrisse dans la vie réelle, la vie courante. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des cas d'usage, du prototypage d'outils, mais qui doit atterrir dans la vie quotidienne. J'en parlais tout à l'heure lors du dernier panel. Et, selon moi, pour acquérir des compétences, il n'y a pas mieux que pratiquer. Il n'y a pas mieux que aller prendre de la théorie, mais pour voir sur le terrain ce que ça donne. Je donne quelques exemples. On a un catalogue de prototypes d'IA
Il y en a un qui s'appelle Predictive Cantine. C'est une IA qui prédit le nombre d'élèves un jour J dans les cantines scolaires. Ça permet de dimensionner le nombre de repas dans les cantines. Et pour concevoir ce prototype, cette IA, eh ben, on va sourcer des talents, donc des jeunes, en fin d'études. On a des grands groupes autour pour apporter des outils, avoir du personnel, des collaborateurs pour les mentorer. Mais en fait, en vérité, eux aussi vont apprendre de ces expériences terrain. Et la collectivité, et tout l'ensemble de la collectivité, donc ça veut dire que si on prend ce prototype dans les cantines scolaires, ben, il y a tout le personnel de la cantine qui va voir c'est quoi un projet d'IA et comment il s'implémente. Et du coup, lui aussi, il va apprendre ce que c'est l'IA, c'est quoi la data, c'est quoi un jeu de données. Au départ, le personnel de la cantine, il est agnostique de tout ça. Et quand moi je vois des mails passer sur le responsable des cantines qui pose, qui répond 6 juin, vous trouverez la base de données, le jeu de données, le dataset. En fait, là, il a compris, il a appris, il a compris ça sert à quoi l'IA. Et ensuite, du coup, ces projets, ils sont, comment dirais-je, on met des KPI pour mesurer l'impact. Et voilà. Donc, on a des jeunes, des étudiants, dans la collectivité, la ville de Grigny, ça vous parle, donc quartier populaire, et non défavorisé, donc qui ont démontré qu'avec l'outil qu'ils ont développé, il faut économiser 110 000 € à la ville de Grigny en redimensionnant les repas, en faisant du circuit court, etc. Donc, tout ça pour répondre, pour acquérir des compétences, il faut aller sur le terrain pour redimensionner, voir comment ces outils ils se marient un petit peu avec l'existant, et surtout, je l'ai dit aussi là-bas, aller dans une vision et une trajectoire de l'IA utile, et pas de l'IA futile. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, un des meilleurs moyens d'acculturer à une technologie, c'est de la faire expérimenter, c'est la pratique. Donc, développer de la compétence IA en la pratiquant au quotidien. Maya Jampi, je m'adresse à vous maintenant. Est-ce qu'avec votre casquette d'Orange en tant que corporate, vous pouvez nous parler des politiques RH qui permettent d'upskiller vos collaborateurs sur ces compétences dont Mme Hubelachmi nous a parlé? Merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, depuis que je suis chez Orange, j'ai toujours entendu, on est dans un processus de transformation digitale interne continue. Et bon, c'était un peu une évidence parce que la tech évolue tellement rapidement c'est normal qu'on soit dans un processus de transformation digitale. Donc, je n'étais pas vraiment impressionnée, c'était fluide. C'est imposé par l'évolution de la tech, par l'évolution de nos activités. Mais je m'en suis vraiment rendu compte avec l'IA, parce que c'est tellement rapide, et on voit tellement le changement que là, vraiment, je sens la transformation digitale, et je sens l'urgence de s'y mettre tout de suite. Et donc, heureusement qu'il y a eu vraiment un plan d'action qui est très très bien structuré. Donc, on a créé notre propre outil IA pour l'utiliser, mais l'IA ne s'arrête pas à une IA générative, parce qu'elle va impacter viscéralement nos activités, notre cœur de business. Donc, et c'est pour ça qu'on a mis en place un plan d'action complet et structuré pour attaquer solidement. Et donc, on a commencé par une phase d'acculturation générale pour toute l'entreprise, qui est suivie par des ateliers pratiques avec des ambassadeurs qui ont évolué dans leur processus d'apprentissage. Et les ateliers sont faits par métier, par thème, par niveau, etc. Ensuite, on est passé à des formations plus approfondies, avec des cursus d'initiation qu'on appelle des cursus de découverte, en présentiel et en ligne, des cursus plus approfondis et des cursus d'expertise qui nous renvoient aussi à des cours qu'il faut faire en amont. C'est très structuré en fait. On est guidé
aider à comment évoluer au fur et à mesure. Ça se fait en présentiel grâce à des experts universitaires et partenaires, mais ça se fait aussi en ligne grâce à une plateforme e-learning qu'on a mis en place depuis longtemps pour justement faire monter en compétences les équipes et les métiers. Et c'est très bien cadré, c'est évolutif, on est très bien guidé dans nos processus. Et puis, on a une autre très bonne pratique qui est le centre de formation interne. On a créé notre propre centre qui s'appelle Orange Training Center avec un pool d'experts internes. Et c'est une sorte en fait de transfert d'économie circulaire de compétences. En fait, nous avons des experts qui sont experts sur certaines thématiques. On va les former via un cursus de professionnalisation pour qu'ils deviennent formateurs, pédagogues certifiés. Eux-mêmes, ils vont former d'autres personnes qui ont besoin de ces compétences-là qui leur manquent. Et l'entreprise, elle est gagnante et c'est très dynamique. Donc c'est un peu le plan d'action qu'on avait mis pour l'IA. Et on voit qu'aujourd'hui, l'IA va impacter tous les métiers, du métier de l'ingénieur qui va optimiser sa timeline sur les projets techniques, qui va améliorer la performance du réseau en détectant des pannes, en optimisant les interventions des techniciens, des métiers RH, des métiers RSE où on est amené à faire une sélection de candidatures et l'IA là peut jouer un rôle pour optimiser tout le processus de sélection. Sur le parcours client, la compréhension des besoins clients et comment les besoins clients évoluent rapidement et comment amener l'IA dans tout ça pour passer au level up. Donc voilà. Et après, il y a une démarche aussi qui est pilotée par les RH, qui est tournée vers l'externe, mais qu'on peut développer tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un socle d'acculturation à l'IA. Et donc ça, c'est ouvert à tous les collaborateurs pour qu'il y ait un langage commun et une bonne compréhension de l'IA. Et ensuite, une stratégie métier par métier où on va upskiller sur plus le volet technique de l'IA et comment il impacte le business et le métier au quotidien pour mieux interagir et performer grâce à l'IA. Et la particularité de l'IA, c'est qu'elle impose une montée en compétences collectives, contrairement à d'autres technologies. Super. L'intelligence collaborative, on adore ça chez Honoris United Universities. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si je peux rebondir sur ce qu'a dit Maya, mais en écoutant, Maya parlait de Orange, qui est une société technologique qui était quand même effrayée par la rapidité de l'évolution de l'intelligence artificielle comme une nouvelle technologie. Il faut imaginer pour d'autres sociétés dans d'autres secteurs la difficulté de l'exercice. Effectivement, oui. Orange Digital est touché par la technologie dans son cœur. Donc c'est normal que vous ayez été précurseur sur ces politiques-là. Je vais passer à vous, Blanche Léridon, et je vais m'interroger sur comment un think tank comme celui de l'Institut Montaigne pouvait accompagner justement les États dans cette réflexion de transformation des compétences et comment ça peut s'imbriquer avec les politiques d'emploi. Merci beaucoup Asma et bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir participer au forum Média. Donc, vous l'avez dit, moi j'appartiens à un think tank qui s'appelle l'Institut Montaigne, qui a été créé il y a 25 ans maintenant et qui a la particularité d'être financé dans sa quasi-totalité par des entreprises. Et donc ces sujets-là, on est sans cesse constamment nourris aussi par les retours de nos entreprises adhérentes sur leurs besoins. Et en même temps, on est un think tank qui participe à la réflexion sur la réforme des politiques publiques. Donc on est constamment en lien avec les administrations, ce qui nous positionne à un endroit assez à part, singulier, et sur ces questions-là plutôt très intéressant, dans la mesure où on capte à la fois les demandes des entreprises, et en particulier des entreprises adhérentes de l'Institut Montaigne, et aussi les grandes réflexions qui animent les sphères administratives, politiques et publiques. Alors nous, notre cœur de métier en tant que think tank, c'est de produire des rapports pour accompagner effectivement un certain nombre de grands bouleversements dans le champ de l'éducation, dans le champ de l'emploi, dans le champ de la santé et dans beaucoup d'autres. Mais il nous arrive parfois de sortir un petit peu de notre seule casquette de think tank pour devenir ce qu'on appelle un do tank.
Et l'IA fait partie des sujets sur lesquels on s'est dit l'ampleur du phénomène est trop grande et on ne peut pas se contenter d'être simplement prescripteur et donc de produire, c'est le cœur de notre métier, des rapports et des notes, mais il faut qu'on fasse un pas supplémentaire et c'est ce qui nous a conduit dès 2020 à lancer une plateforme qui s'appelle Objectif IA. On l'a lancée avec 2 autres acteurs très complémentaires qui sont Open Classroom, qui est une plateforme que vous devez connaître, et puis la Fondation Abeona, qui est une association qui défend l'équité dans la science des données. Et l'idée, c'était, et ça rejoint totalement ce que vous avez dit, Maya, dans la toute première étape que vous avez décrit pour Orange. Nous, l'ambition, c'était vraiment de créer une plateforme d'acculturation. Vous parliez très justement du différentiel entre une société pour qui ces questions-là, elles sont totalement identitaires, donc pour lesquelles c'est beaucoup plus naturel de se diriger vers de la formation à l'IA. Mais nous, nos cœurs de cible, c'était par exemple un groupe comme La Poste, où en réalité vous êtes sur des métiers qui sont a priori un petit peu moins proches et qui en 2020 étaient, tel qu'on l'imaginait à l'époque, moins impactés par ces métiers-là. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait cette plateforme d'acculturation. C'est une formation qui est certifiante en ligne, qui dure environ 6 heures, qui est ouverte à tous. Notre objectif, c'était que 1% de la population française puisse y être formée, et on a atteint cet objectif puisque au début de l'année 2025, on avait 400 000 inscrits sur la plateforme et 230 000 certifiés, ce qui est énorme. Et vraiment, on était là, on n'est pas dans les 2 autres étapes que vous avez mentionné sur la formation des ingénieurs et toutes les compétences très précises que vous avez déclinées. Nous, on est vraiment sur une acculturation générale pour ne pas avoir des collaborateurs, des salariés totalement démunis face à des outils qui puissent au moins en comprendre l'essence, le fonctionnement. Et donc on est très heureux d'avoir pu accompagner Objectif IA depuis 5 ans maintenant. Alors nous-mêmes, on se heurte à une difficulté, c'est la mise à jour permanente de la formation, et d'ailleurs là elle nécessite une nouvelle mise à jour, et notamment depuis 1 an et demi où les IA génératives se sont massivement développées. Mais en tout cas, voilà, ça faisait partie des sujets sur lesquels on s'est dit là on va sortir de notre seule étiquette, casquette de think tank pour aller vers une démarche beaucoup plus proactive, et c'était notamment quelque chose qui était demandé par nos entreprises adhérentes. Alors au-delà de cette démarche du temps, on poursuit évidemment les recherches en tant que think tank qui s'adresse à la société civile, aux administrations et aux entreprises, sur la production aussi d'idées sur l'IA et les compétences. On a énormément travaillé sur les compétences numériques dans leur ensemble. Ça fait plus de 15 ans qu'on s'intéresse à ces enjeux-là, et notamment à la façon dont l'IA venait bouleverser la formation des métiers d'ingénieurs, sachant que le problème en réalité il dépasse l'IA. C'est là où on se rend compte qu'il y a des retards assez massifs en France, et je pense en vous écoutant que c'est peut-être pas les mêmes retards qu'on observe ici en Tunisie, mais nous, dans la toute dernière enquête qu'on a menée sur l'avenir du métier d'ingénieur en France, on a chiffré à 100 000 le nombre de postes d'ingénieurs et techniciens supplémentaires par an qui seraient nécessaires d'ici à 2035. C'est-à-dire qu'on a un outil de formation qui n'est pas suffisamment adapté pour intégrer toute la demande absolument massive, et notamment qui va être décuplée du fait de l'arrivée de l'IA, son arrivée elle est déjà là, mais de son développement dans nos entreprises dans les années à venir. Autre chiffre qui nous paraissait intéressant, on a seulement 40% des élèves qui maîtrisent les usages élémentaires, non pas de l'IA mais d'un ordinateur. Donc on voit qu'il y a aussi tout un retard avant même de penser à la question de l'IA sur les compétences numériques et sur l'acculturation des outils numériques pour nos jeunes. Et enfin 57% des professeurs qui manquent de compétences de base sur les IA génératives, avec un espèce de gap qui est en train de se créer entre les formateurs et les formés. Vous avez une inversion d'ailleurs de la charge de la compétence, où parfois vous avez au collège et au lycée notamment des jeunes qui sont parfois plus acculturés, plus à l'aise avec les outils d'IA, ce qui crée peut-être une forme de malaise dans le rapport entre enseignants et élèves, dans la mesure où vous avez une inversion de la charge de la compétence au profit non plus de celui qui enseigne, mais de celui qui apprend. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on est très soucieux. Alors sur les compétences, évidemment, au-delà des compétences techniques, nous on est très soucieux du développement, et dès la plus petite école, parce que nous c'est la chance qu'on a, c'est que nos notes elles concernent à la fois l'école maternelle et primaire, le collège, le lycée, et ensuite l'enseignement supérieur et bien évidemment
la formation continue tout au long de la vie, mais sur les compétences comme le développement d'esprit critique, la compréhension des biais, l'utilisation éthique et responsable des IA, elle doit, à mon sens, se développer dès les plus jeunes années. Donc là, l'école a aussi une responsabilité, et on sait que l'école française est en difficulté aujourd'hui. C'est une école qui reproduit les inégalités sociales, où dans les classements PISA, nos notes ne cessent de se dégrader. Donc comment est-ce qu'on ajoute en plus cette compétence-là? Je crois que c'est vraiment un des défis de l'école française dans les années à venir. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on forme, sachant qu'on a un processus d'actualisation des formations qui est assez rigide, et comment est-ce qu'on peut actualiser sans cesse les formations, cette fois-ci dans le supérieur, sans risquer leur obsolescence programmée, le temps parfois de faire entrer un nouveau cursus. Là, la formation que vous aurez conçue, elle sera devenue totalement obsolète. Et ça, c'est un enjeu qui est absolument majeur et sur lequel on essaie d'alerter évidemment les pouvoirs publics. Donc nous, on incite vraiment les pouvoirs publics à peut-être davantage de souplesse aussi dans la façon dont les modules universitaires sont formés, pour qu'on puisse être plus réactifs et pouvoir s'adapter en temps réel aux mutations des compétences et de l'économie, mais avec aussi une espèce de socle au-delà même de la culturation. Mais ce qui nous permet peut-être le plus essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir cette espèce de base commune sur les enjeux d'esprit critique, d'utilisation, encore une fois, éthique et responsable, de compréhension des biais, qui sont pour nous les compétences un petit peu fondamentales que chacun doit pouvoir acquérir, et ce, dès les premières années de formation. Merci beaucoup. Donc, ce que j'entends de chacun d'entre vous, l'acculturation, donc le socle commun, les compétences techniques, mais aussi les human skills, les compétences humaines, la pensée critique, l'usage responsable et éthique. Je voudrais passer au volet maintenant qu'on a adressé le quoi, c'est le comment, et justement je reviens vers vous, Madame Poudette. Est-ce que vous pouvez nous dire comment à l'Université centrale vous avez intégré ces compétences dans les curricula, dans les cursus, surtout avec cette accélération qu'on entend, et comment s'assurer que nos étudiants sont employables et pouvoir leur assurer une mobilité dans le bassin méditerranéen? Au fait, à l'Université centrale, on a fait un choix stratégique de ne pas inclure une matière isolée qui s'appelle IA, mais plutôt une certification ou un cursus commun. Donc c'est un levier transversal d'apprentissage. Concrètement, nous avons lancé une certification en prompting, déjà obtenue par près de 2000 étudiants lors du premier semestre, donc de sa mise en ligne. L'objet, c'est de développer donc, la littératie, comme je dis, en IA, pour toutes les spécialités, parce que nous sommes une université pluridisciplinaire, donc il n'y a pas que des ingénieurs, il y a des étudiants en droit, en business, en cinéma, en santé. Donc, et tous ces étudiants ont besoin de développer la pensée critique et l'autonomie d'apprentissage. On l'a pensé ainsi aussi parce que nous avons mis en place depuis plusieurs années un tuteur personnalisé, donc il s'appelle pour certaines institutions Nejar et pour d'autres Nour. Donc c'est un tuteur virtuel qui assiste les étudiants 24/24. Et pour pouvoir bien tirer profit de cet outil si précieux pour l'auto-apprentissage des étudiants, il fallait leur apprendre comment l'utiliser. Donc la certification prompting va leur servir déjà lorsqu'ils sont en cours de leurs études à bien utiliser, à se familiariser avec l'usage de l'IA. Aussi, nous sommes dans un process d'amélioration continue. Donc on a évalué après la mise en ligne de ce certificat et on a remarqué que les étudiants de l'école IT, ils sont beaucoup plus à l'aise que tous les autres étudiants à avoir cette certification-là. Et après une réflexion, on s'est dit il va falloir peut-être contextualiser le contenu, parce que c'est un contenu qui a été conçu par des professionnels de l'IT, des ingénieurs IT, l'école IT qui l'a conçu pour le reste des étudiants. Et donc,
On a, par exemple, pour les étudiants en santé, introduit le prompting dans l'exercice de diagnostic. Pour les étudiants en droit, par exemple, lors de l'exercice de consultation juridique, comment faire une consultation juridique, on leur apprend comment prompter l'IA. Et de cette façon, donc, l'approche est contextualisée et elle permet aux étudiants de mieux s'approprier la langue ou le dialogue avec l'IA. Bien sûr, nous avons plusieurs autres initiatives IA que nous avons introduites depuis 2-3 ans. Nous avons donc des plateformes d'adaptive learning pour les étudiants en santé, par exemple. Nous avons un LMS Blackboard qui est de plus en plus basé sur l'IA. Ces plateformes ont permis d'améliorer le taux d'engagement des étudiants et l'amélioration de leurs résultats. Il y a un taux d'engagement de 81% aujourd'hui des étudiants qui est nettement meilleur que ce qu'on avait avant la mise en production donc, de ces solutions-là. Ce qui nous a aussi donné une reconnaissance internationale. On a gagné le prix donc Catalyst Award de 2025 d'anthologie parce que les enseignants ils ont utilisé donc les features, les fonctionnalités IA pour concevoir les cours pour les étudiants, aussi pour l'assessment, donc pour l'évaluation des connaissances. Aussi dans les écoles de santé, la réalité virtuelle, aujourd'hui, elle est utilisée, elle prépare les étudiants à la pratique clinique réelle. Donc on a des scénarios qui sont développés avec la réalité virtuelle et c'est très attractif pour les étudiants. On a un taux de participation de 100% dans ces cours à base de réalité virtuelle. Aussi, on a mené des recherches dans le centre de simulation médicale de l'université pour comparer les acquis d'apprentissage en utilisant le patient standardisé versus le mannequin de simulation. Donc aussi, c'est des sujets de réflexion et d'anticipation. Et parallèlement, nous avons développé des modèles prédictifs permettant donc d'identifier les étudiants en difficulté avec un taux de précision de 92%, qui est très très bien. Et ça favorise donc des interventions pédagogiques précoces et ça évite à des étudiants un échec scolaire. Alors, je suis désolée de vous interrompre, c'est juste pour une histoire de temps, j'aimerais qu'on puisse aussi adresser les autres, mais de ce que j'entends, donc une intégration dans tous les cursus, quelles que soient les filières, avec une contextualisation pour qu'il y ait une appropriation de l'outil, mais en même temps, vous montez en compétence les professeurs pour qu'eux-mêmes s'approprient l'outil, puissent délivrer des pédagogies augmentées grâce à l'IA et qui s'adaptent à la formation de vos talents. Et justement, je rebondis par rapport au monde corporate, Maya, si je peux vous demander comment vous interagissez avec les acteurs académiques et comment vous collaborez pour vous assurer que justement ce pool de talents qui sort sur le marché de l'emploi est adapté à vos attentes. En fait, nous avons une relation continue avec les acteurs académiques et à travers plusieurs dispositifs. Je vais essayer de ne pas être longue. Donc, parce que nous croyons vraiment qu'en tant qu'employeur, nous avons besoin de rester connectés et nous créons des passerelles entre les acteurs académiques et le monde professionnel, mais aussi entre les entrepreneurs et le monde professionnel, dont le panel avec les startups, et aussi entre les entrepreneurs et les étudiants. D'où le programme Orange Summer Challenge dont a parlé Stéphane tout à l'heure. Donc je ne vais pas développer ça puisque ça a été évoqué dans le panel précédent. Donc on a 3 démarches. Une démarche qui est pilotée par les RH, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a chez les RH aussi il y a une démarche qui est tournée vers l'extérieur, vers le monde académique, où on va aller piocher des talents pour préparer le talent d'aujourd'hui et de demain
dans les métiers de la tech, essentiellement, parce que ce sont des métiers qui sont confrontés à beaucoup de turnover. Donc on fait énormément d'interventions dans les universités avec des experts, on présente ce qu'on fait, on présente des use cases, on essaie de les amener à se projeter dans le monde professionnel, mais également on organise des visites au sein de l'entreprise où les jeunes sont aussi, il y a une rencontre avec les experts qui aussi présentent des use cases d'IA. Prochainement, on a une journée qui s'appelle Orange Future Talents autour de l'IA. Il y aura 50 étudiants de 4 écoles d'ingénieurs qui vont venir rencontrer les experts, qui vont parler de use case IA et qui vont ensuite faire des simulations d'entretien, qui vont visiter nos locaux techniques. Donc, le programme il est très très riche et très complet et à la fin il y aura de vrais entretiens pour des stages PFE. Et même les stages PFE, ils sont assez particuliers parce qu'ils sont dans une démarche très très complète, très structurée, où on prépare ces talents-là, pas uniquement sur les projets techniques, mais dès qu'ils mettent les pieds dans l'entreprise, ils sont dans une phase d'intégration intéressante avec les Welcome Days, avec des visites de tous les métiers, parce qu'ils doivent voir tout le package, pas uniquement le projet sur lequel ils travaillent. Et ensuite, ils sont challengés entre eux, donc les stages PFE, on organise un challenge entre les stages PFE, et là, ils sont amenés à être formés par nos experts sur les compétences soft skills interpersonnelles, le pitching, pour présenter leur projet devant les managers et les équipes projet. Ça, c'est la démarche RH. Il y a d'autres actions aussi. Il y a une autre démarche qui est sous la casquette la stratégie RSE. Donc les Orange Digital Center qui ont été déjà évoqués, c'est tout un dispositif pour former les talents sur les métiers de la tech. Et aujourd'hui, donc c'était toutes les thématiques de la tech qu'on a vu depuis plus d'une quinzaine d'années, parce qu'on a lancé en 2010 ce programme-là. L'accélérateur des startups, parce que les startups aujourd'hui, il ne suffit pas de les accompagner, on les connecte avec de vrais business units. Et donc, d'où les métiers techniques travaillent beaucoup avec les startups, où vous avez entendu les use cases dont ils ont parlé tout à l'heure avec les métiers. Donc, on collabore énormément avec eux, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Et le dernier programme, le Fab Lab Solidaire, qui est un laboratoire et un atelier de prototypage et de création collaborative. Ça, c'est un programme de la Fondation Orange. Et la Fondation Orange, en fait, sa particularité et son rôle, c'est que c'est un ancrage, un vrai ancrage territorial, avec des programmes qui sont présents, avec des structures physiques, des équipements et des partenaires. Et ça, c'est la deuxième particularité, c'est les partenaires qu'on fait. Donc, on mise énormément sur les partenariats et on est dans un écosystème académique, dans des universités et écoles publiques, plus un acteur associatif local. Donc, cette association entre corporates, secteur privé, public, monde académique, plus associatif local, ça crée une vraie richesse dans nos programmes parce qu'on garde une belle dynamique. Et donc avec les Fab Labs, on a un réseau de Fab Labs dans cette région. Le dernier, c'est un AgriLab qui est tourné vers l'agriculture. Et il est dans un écosystème agricole. C'est l'école des ingénieurs en Westbed qui sont des ingénieurs agricoles. Donc là, c'est l'approche pour la fondation. La deuxième chose, c'est que aussi... Si je peux juste vous interrompre, c'est pour vraiment donner l'opportunité à tout le monde de contribuer. Mourad, j'aurais voulu que vous nous parliez un peu des nouvelles formes de travail et d'emploi que vous avez vues émerger dans les territoires grâce à l'IA. Pardon, c'est pas besoin de répondre, mais le temps est déjà dépassé du panel, donc je vous prie, voilà, s'il vous plaît. Moi, je veux voilà, séquence à 4 ans. D'accord. Moi, je veux rebondir sur ce qui a été dit, et notamment des données énoncées par Blanche, sur un chiffre, 100 000 un déficit de 100 000 ingénieurs en France. D'accord. Et moi, en préparant cette table ronde IA et emploi, je ne pouvais m'empêcher de parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est pour moi hyper important et que j'entends très très peu, dont je n'ai pas la réponse d'ailleurs. Moi, je viens d'un quartier en France
où dans certains quartiers en France, le taux de chômage c'est du 30-40%, là où la moyenne nationale c'est autour de 10, c'est 3 à 4 fois supérieur. On dit que dans certains secteurs, il y a du travail du coup, il y a du taf. Et du coup, moi je suis franco-algérien, algérien-français, voilà. Et le phénomène, je pense qu'il est trans-Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est que vous allez dans certains open space, dans les grandes boîtes, et en fait, la majorité des ingénieurs, des développeurs, c'est des Marocains, des Algériens et des Tunisiens. D'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et du coup, j'ai l'impression que la stratégie française, c'est de recruter du coup des ingénieurs, c'est un peu le haut du panier, si je puis dire, même pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on est au-dessus et qu'on est meilleur, mais du coup, il y a des potentiels, il y a de la jeunesse. On mène un projet qui s'appelle Hub IA 93, où on a un lieu totem, un peu de station F, mais du 93, parce qu'il y a près de plus de 30% de la population en Seine-Saint-Denis à la moins de 25 ans. Donc il faut les flécher, en fait, il faudrait les flécher. C'est très simple à faire, il faudrait les flécher vers ces métiers d'avenir, etc. Au lieu de ça, du coup, on va au Maroc, on va en Algérie, on va en Tunisie, pour aller capter ces talents, ceux qui vont produire la richesse de demain. Donc ça me questionne, ça m'embête même un peu. Et je pense qu'un axe de travail sur tout ce qu'on crée là, sur le forum méditerranéen de l'IA, c'est de voir comment, j'ai pas la réponse, j'ai pas la prétention, et je vais jamais me permettre de dire à un Tunisien ou un Algérien, non, reste dans ton pays, c'est trop facile. Moi, je suis né en France, je suis algérien, j'y vais tous les ans, je suis parti au Maroc en Tunisie. Non, c'est ma première fois en Tunisie, je suis super content, d'accord? Je n'ai pas encore goûté Nourria, mais ça va venir. Mais donc, j'ai pas la réponse. Et on vient tous avec des certitudes, on va tous préparer nos trucs, mais je pense que cet axe-là, il est fondamental. Ça me dérange quand je discutais, pour ne pas la citer, mais je vais la citer, Maniche, la directrice RSE de L'Oréal, qui me fait visiter l'open space. Elle me dit, tu vois, Mourad, nous, on n'a pas de problème sur la diversité. Je dis, Samheli, je ne sais pas dit Samheli, je dis, excusez-moi, Anne-Laure Thomas, vous avez pas de problème sur la diversité ethnique, parce que, en fait, je sais pas, je fais un raccourci pour elle, un arabe, c'est un arabe. Je dis, mais ça, c'est pas les mêmes. C'est pas un arabe d'Argenteuil, ou de Trappes, ou de Grigny, ou de Roubaix. Ça, c'est des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, parmi les meilleurs que vous avez. Voilà. Et pour terminer, l'histoire, elle est marrante, quoi. Mon père, il est venu en France pour construire de ses mains la France. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, l'histoire, elle se répète, mais différemment. Et c'est des Algériens, des Marocains et des Tunisiens qui viennent construire un peu les infrastructures cloud, data, etc. Allez visiter les open space et vous comprendrez. Ça me donne... Alors, désolé, vraiment un dernier mot pour Blanche. Justement, comment faire travailler et quel partenariat on peut créer entre les différents pays de la Méditerranée pour qu'il y ait cette mobilité des talents. C'est normal, on est dans un monde globalisé. Mais également qu'on puisse tous avancer ensemble et qu'il n'y ait pas un pays à la traîne parmi nous. Merci beaucoup. Et effectivement, je rejoins Mourad sur ce que vous avez dit. On est un peu dans une gestion de la pénurie aujourd'hui en France et pas dans une politique qui anticipe suffisamment ce qui conduit à la fois au déficit que j'ai mentionné et puis au caractère un peu erratique des politiques qui sont menées là où on aurait précisément besoin de long terme et de collaboration, et notamment avec les pays de la Méditerranée. Peut-être moi, un chiffre qui me pousse quand même un petit peu, alors non pas à l'optimisme, mais une pensée un peu constructive, où chaque année à l'Institut Montaigne, on fait une très grosse enquête qui s'appelle Fracture française. On interroge 3000 Français sur tout un tas de questions, leur rapport aux institutions, leurs préoccupations. Et là, pour la première année, on les a interrogés sur l'IA. Et sur un certain nombre de domaines, on leur a demandé, est-ce que l'IA, selon vous, est plutôt un risque ou plutôt une opportunité? Alors, s'il y a une majorité qui répond que c'est un risque, finalement, cette majorité, elle est quand même assez faible. Et on voit que notamment sur l'éducation, vous avez quand même 41% des Français qui considèrent que l'IA est une opportunité pour l'éducation. Donc, je pense qu'on a un moment
un peu charnière où collectivement il faut qu'on arrive à faire comprendre qu'au-delà des risques de la peur et de la défiance que ça peut susciter dans nos sociétés, dans toutes nos sociétés, mais qu'il y a aussi cette opportunité-là, comment on la raconte, comment est-ce qu'on projette des jeunes, notamment dans ces opportunités-là. Pareil sur l'emploi, on a seulement 35% des Français qui considèrent que ce serait une opportunité. Comment est-ce qu'on arrive collectivement à changer de discours et de narratif pour et puis bien sûr en mettant tous les outils nécessaires de régulation et d'éthique à côté pour opérer ce transfert-là, pour effectivement que l'opportunité soit plus évidente et que le risque il soit déjà maîtrisé de notre côté et qu'il ne soit plus obsessionnel dans ceux soit qui sont formés, soit qui ont peur que leur emploi soit menacé. Et en plus, si on regarde par tranche d'âge, on se rend compte que 62% des moins de 35 ans utilisent déjà l'IA pour leur emploi ou leurs études. Donc on voit qu'on a un potentiel là qu'il faut désormais probablement orienter. Moi, il y a une idée que je voudrais vous soumettre, parce que j'ai un peu travaillé là-dessus l'année dernière, qui pour moi pourrait être un terrain assez fécond de collaboration avec d'autres pays, en l'occurrence de pays francophones, c'est la manière dont on intègre la francophonie dans l'IA. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'importance de la francophonie, et c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les principaux modèles d'IA sont majoritairement entraînés sur des bases anglophones. Près de 90% des données d'entraînement de ChatGPT 3 proviennent de textes en langue anglaise. Et l'idée, c'est pas de faire du français pour faire du français, mais c'est que la façon de penser en français, elle se singularise aussi de la manière de penser à l'anglo-saxonne. Et je crois que si on veut continuer à préserver une forme de diversité déjà de sources, mais aussi dans notre capacité à penser, à mener des raisonnements, et bien il faut que les bases, elles soient, que les intelligences artificielles soient aussi entraînées avec des bases de données francophones, y compris, d'ailleurs, je vais regarder, Mistral est majoritairement entraîné avec des bases anglophones, et c'est dommage. Et donc là, je crois qu'il y a peut-être quelque chose, on parlait, qu'est-ce qu'on peut faire en collaboration internationale avec la France, la Tunisie, le Maroc et plein de pays francophones. Est-ce qu'il n'y a pas un consortium à créer avec d'autres universités, avec d'autres entreprises pour entraîner les bases d'IA avec des données francophones? Et encore une fois, c'est pas juste parce qu'on veut qu'il y ait du français, c'est parce que c'est aussi une autre manière de voir le monde, de penser le monde, et pour qu'on ne soit pas tous homogénéisés avec la pensée anglo-saxonne. Merci pour ta passion. Je donne le mot de la fin, madame. Merci. Je vais rapidement donc parler de l'initiative de l'IACE. Je pense que aussi le think tank de Montaigne peut aussi être fédérateur de plusieurs think tanks. On peut aujourd'hui, comme l'a fait l'IACE, créer peut-être le centre d'excellence EA pour accompagner les entreprises et dans d'autres situations les individus à mieux maîtriser l'IA et tirer profit de l'IA et surtout en faire un bon usage éthique, j'insiste. Et on peut penser peut-être à une alliance méditerranéenne de l'IA, donc un réseau de think tanks pour mutualiser nos réflexions, nos investissements et nos politiques publiques. Car tout seul, certainement, on ira plus vite, mais ensemble, comme on le dit, on va aller plus loin et surtout plus haut pour que cette révolution technologique, parce que c'est une révolution, devienne un moteur de souveraineté et de prospérité et surtout d'espoir pour nos futures générations. Voilà. Merci à tous, désolé d'avoir été long. On vous laisse la scène. J'espère qu'on reviendra l'année prochaine en vous parlant de cette idée de consortium de thé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous allons passer à la suite et c'est le hackathon. Je voulais appeler à nous rejoindre au premier rang. Donc, comme ils ont été informés, ils se sont installés un petit peu partout dans la salle. On a besoin de vous avoir tout devant pour que vous puissiez jouer votre rôle de jury. Donc, professeur Reshmi Louziv, ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Tunis, on pourrait le présenter avec différentes casquettes et surtout aujourd'hui il fait énormément de bien à la recherche et à l'innovation en biotech. Donc, on est très content de l'avoir. Il doit arriver quelque part ici, donc ce sera ici au premier rang, là où il y a son excellence en de France.
Monsieur Ahmed Chekrour, Senior Research Engineer, Team Lead d'Inista Deep. Nous aurons également Chéline Lardel, consultante auprès de l'Institut français de Tunisie, et Thibaut Lemoine, donc, qui est Associate Director France Liège et Inco Group. Ryan Ravat de Go My Code, Asma Chiraoui de Go My Code. Et j'ai également, je vais ajouter donc Guilhem Pradali, donc de Inco Group, qui nous rejoint pour le jury. Voilà. Est-ce qu'on a tous nos membres, s'il vous plaît? Si on peut libérer le passage, chers panélistes. On vient de vivre le panel le plus long du FMIA, et en plus il le continue ici. C'était 1 heure de panel. S'il vous plaît, si on peut libérer le passage. Donc j'ai besoin d'avoir tous mes membres du jury, s'il vous plaît. On doit commencer pour le hackathon. Donc je vois que 2, 1. Voilà. Si vous êtes membre du jury, c'est surtout vers moi qu'il faut. Voilà. Dites-moi que vous êtes là pour que je comprenne. Alors, membre du jury, vous voulez juste saluer le professeur Musil, j'ai pas compris. C'est des membres du jury ?